la voiture électrique, ça n'a pas commencé avec Elon Musk ou Tesla ou d'autres entreprises. Ça a commencé il y a environ, un siècle? Oui, c'est ça, un peu plus qu'un siècle. N'oublions pas que les véhicules électriques ont été inventés avant les véhicules au diesel. Donc ça, moi, je fais la comparaison aujourd'hui entre l'industrie automobile il y a un siècle ou un peu plus. Et puis l'industrie du vélo cargo aujourd'hui. On investit énormément dans des réseaux de transport public de personnes dans toutes les villes dans le monde. Pour transporter des personnes. Par contre, on n'a pas du tout les mêmes investissements pour transporter des marchandises. Je me dis pourquoi ça n'existe pas en urbain, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas les mêmes infrastructures qui coûtent extrêmement cher, qu'on construit pour les personnes, pour mettre des marchandises. Suzanne Tréby avait gagné une course de porteurs de journaux. À l'époque, ça existait. Donc il y a bientôt tout juste un siècle, puisque c'était en 1926, c'était de montrer que ce métier de livraison n'est pas réservé qu'aux hommes. Femmes, parce que je pense qu'il y a tout un travail à faire pour donner envie, je vais dire, à un certain nombre de femmes de faire ce métier. Donc ce n'est pas la bonne nouvelle, effectivement, dans ce podcast, c'est que ce n'est pas Amazon qui a inventé la livraison à domicile. Si on veut, c'est rassurer les gens. Félix Potin en 1870, donc il y a un siècle et demi. Les électrons libres est présenté par Marie-Rose Café. Marie-Rose Café, c'est le torréfacteur pour vos cafés qui sont faits avec amour, éthique et durabilité. Bref, pensez à votre café, c'est penser à Marie-Rose Café. C'est déjà la fin de notre série en France sur la logistique urbaine et qui de mieux pour aborder la fin de notre série que Jérôme Lebisken, l'expert en la matière. On s'est assis pour prendre un café sur le bord de la Seine et après, on a débuté notre entretien qui porte sur son livre « Si la logistique m'était comptée », un livre qui m'a absolument fasciné. Votre livre « Si la logistique m'était comptée », 12 histoires pour comprendre l'évolution du commerce et de la livraison, qu'on peut retrouver très facilement en commande, disponible en commande sur Internet. Je conseille la version papier parce que c'est la seule que j'ai trouvée. Oui, mon éditeur a refusé la version informatique. Il m'a dit non, je me fais pirater, je vends plus de livres. Il a refusé alors que je lui ai demandé avec insistance, mais pour l'instant, j'ai pas obtenu gain de cause. Mais ça tombe bien parce que votre livre est merveilleusement édité. Moi, j'adore la couleur. C'est une des choses qui m'ont interpellé. C'est une couleur vive qui fait penser à l'écologie, mais en même temps aussi qui est dynamique. On fait pas d'écologie plate, on fait pas des solutions plates. On réfléchit de manière dynamique. Jérôme Lebisken, chargé de cours. Vous avez été chargé de cours à Paris-Sorbonne. Vous êtes maintenant consultant en logistique urbaine pour différentes organisations dans différents pays. Vous êtes même venu nous visiter à Montréal, si je me trompe pas. Il y a combien de temps de cela? C'était il y a 5-6 ans à peu près. J'étais venu pour un congrès. J'ai découvert Montréal non pas comme touriste que j'avais déjà fait, mais j'ai regardé les camions à Montréal, ce que je faisais. Passion, regarder des camions, regarder des vélos circuler. Justement, tout à l'heure, on l'a fait en s'assoyant devant un beau café sur le bord de la Seine. On a pu observer, même voir des exemples de logistique urbaine de manière assez évidente. J'ai envie de vous poser des questions sur votre livre que j'ai lu dans les 3 derniers jours en version express, mais ça tombe bien parce que votre livre se lit tellement facilement, c'est tellement bien vulgarisé, c'est agréable, c'est facile, on aime ça comme ça. Première question pour vous. Vous débutez votre ouvrage en parlant d'abord d'innovation commerciale. Au lieu de nous parler de véhicules et moyens de transport, on parle pas de vélo au début, on parle pas d'auto, on parle pas de camion, on parle d'innovation commerciale. Le lieu avant le mobile. Pourquoi? Alors, pourquoi parler du commerce, effectivement, quand on parle de logistique? C'est tout simplement que la logistique urbaine, c'est une multitude de filières. 30, 40, 50 filières différentes. Mais il y en a une qui ressort souvent et qui est prédominante par rapport à toutes les autres, c'est la consommation. Finalement, quand on regarde les camions dans une rue, comme on a pu le faire tout à l'heure, on voit que la plupart de ces camions transportent quelque part des biens de consommation.
ou sont liées à la consommation, que ce soit la consommation e-commerce, que ce soit l'approvisionnement des magasins, l'approvisionnement des cafés. En ce moment, il fait beau et on a effectivement de nombreuses boissons qui approvisionnent ces établissements. Donc il faut parler du commerce quand on parle de logistique. Et puis quelque part, le commerce, c'est ce qui fait vivre une vie, une ville, je vais dire quelque part. Une ville sans commerce, c'est une ville musée et on la fuit quelque part. On aime bien avoir une ville dans laquelle on a une vie quelque part, et cette vie, elle est symbolisée par ces artères commerçantes, par ces espaces commerciaux dans lesquels on a un certain plaisir, en tout cas depuis finalement toutes les innovations qu'il y a eu, et puis même dans l'histoire, je vais dire, à se retrouver. Ça peut aller jusqu'au marché de plein vent, qui sont des lieux finalement de rencontres que un certain nombre de personnes aiment bien fréquenter de façon hebdomadaire. Donc oui, il faut parler du commerce et il faut comprendre le commerce pour comprendre finalement la logistique urbaine. Oui, parce qu'en dehors des lieux de vie, des appartements ou des maisons, des condos, ben, les gens, ils se rendent essentiellement dans les commerces, que ce soit des boulangeries, des pâtisseries, des commerces de détail, peu importe quoi. On se promène en ville principalement pour ses attraits, les musées, des choses comme ça, mais c'est du commercial. Alors, il faut se dire aussi que c'est pas un domaine figé. Le commerce, c'est un domaine d'abord multiple. Ouais. C'est un domaine en pleine évolution. Ce qui fait que la logistique est en évolution. Alors, on parle beaucoup de l'e-commerce, évidemment. C'est une transformation majeure du fonctionnement de la logistique, puisqu'au lieu de livrer des magasins avec, je vais simplifier, des palettes, on va livrer des particuliers qui sont disséminés, je vais dire, dans l'agglomération, avec des petits colis. Donc, quelque part, tout est différent sur le plan de la livraison. Mais on peut citer d'autres exemples que l'e-commerce. Ça peut être par exemple les tendances très positives qu'on cherche à développer autour des circuits courts de proximité, par exemple, production locale. Ça a des impacts logistiques. C'est-à-dire pas nécessairement tout simple à gérer sur le plan de la livraison. Donc tout un certain nombre, finalement, les modifications du commerce, ça peut être les livraisons de repas, donc on a beaucoup connu ça pendant la période Covid, et puis maintenant c'est resté, et quelque part de nombreux consommateurs se font livrer leurs repas, on en parlait, avec plus ou moins de pertinence environnementale, sociale, mais quelque part c'est un changement majeur. Donc ce sont des tendances de consommation qui modifient finalement l'organisation logistique. Donc il faut en parler. Et c'est pour ça qu'il faut parler du commerce. C'est que finalement les décisions prises par les organisations commerciales ont des impacts logistiques majeurs, je vais dire, dont on retrouve les effets ensuite. Des effets positifs ou des effets négatifs. Souvent, et c'est normal, des effets négatifs qu'on va essayer de corriger. Donc que ce soit la pollution, que ce soit les émissions de gaz à effet de serre, le bruit, l'utilisation de l'espace public. Donc tout cela, effectivement, ce sont des conséquences finalement qui, pour beaucoup d'entre elles, proviennent de choix finalement de consommation et donc de l'organisation commerciale qui peut exister. Des exemples que je cite dans mon livre, parce que souvent finalement les organisations commerciales, ce sont des grands groupes qui prennent des initiatives plus ou moins vertueuses, mais certaines prennent des initiatives très vertueuses avec des objectifs bien sûr de rentabilité, et c'est normal, d'optimisation des flux, et c'est normal, c'est quand même le rôle des organisations supply chain dans ces groupes. Et effectivement, donc j'ai parlé de l'histoire d'un groupe qui est assez bien connu en France, dans l'histoire en tout cas du commerce, qui est Félix Potin. Et qui a été un des grands innovateurs sur le plan de la logistique, y compris même la livraison à domicile, puisqu'on dit que c'est celui qui l'a inventé en 1870. Donc ça n'est pas la bonne nouvelle effectivement dans ce podcast, c'est que ce n'est pas Amazon qui a inventé la livraison à domicile. Si on veut, c'est rassurer les gens. Félix Potin en 1870, donc il y a un siècle et demi. Vous mentionnez justement dans votre livre aussi, vous remettez les pendules à l'heure sur certains sujets, notamment la livraison à domicile, mais aussi la voiture électrique. Ça n'a pas commencé avec Elon Musk ou Tesla ou d'autres entreprises, ça a commencé il y a environ un siècle, presque un siècle, un peu plus. Oui, c'est ça. Hey, devine, c'est quoi la meilleure façon de t'arranger pour que je fasse d'autres séries comme ça à travers le monde? T'abonner.
t'as juste à t'abonner. T'abonner, là, c'est le meilleur moyen là, de me donner juste un petit peu de gaz là, pour dire « Hey, moi, là, je pars en Australie, je pars au Japon, je pars au Maroc, je pars en Colombie, puis on va aller jaser avec du monde là-bas de mobilité durable, puis on va aller essayer des affaires, puis on va aller en voir des paysages. Bref, le meilleur moyen de m'encourager, c'est de t'abonner. Tu peux le faire sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube. Bref, n'hésite pas. Abonne-toi. Oui, c'est ça, un peu plus qu'un siècle. On est à 120 ans à peu près. Donc quelque part, il y a eu différentes vagues. N'oublions pas que les véhicules électriques ont été inventés avant les véhicules au diesel. On oublie. Donc la technologie, elle était déjà là depuis très longtemps. Il y a eu alors pourquoi effectivement ça se développe maintenant et pourquoi pas plus tôt. C'est lié bien entendu à la concurrence avec cette énergie facile, bon marché qui était le diesel, aussi complexité liée à l'autonomie, différents aspects technologiques. Mais c'est assez intéressant finalement de comprendre l'histoire de cette technologie où on dit aujourd'hui, on croit l'avoir inventée et puis on pense que c'est la solution à tout. C'est bien sûr une solution à un certain nombre de problèmes. Alors ce qui est intéressant, c'est effectivement de rechercher un peu dans l'histoire et de faire la comparaison. Moi, je fais la comparaison aujourd'hui entre l'industrie automobile il y a un siècle ou un peu plus, et puis l'industrie du vélo cargo aujourd'hui. Alors on se retrouve avec des dizaines de constructeurs différents, voire plus. Donc on est peut-être une centaine de constructeurs différents qui vont construire des vélos cargo, des remorques, etc. Et c'est très comparable à l'industrie automobile il y a un siècle où on avait de très nombreux fabricants et beaucoup de fabricants de fabrication artisanale. Donc c'est maintenant un enjeu, je veux dire, qu'on peut se poser. Pour l'industrie automobile, le sujet ne se pose pas, mais pour l'industrie du vélo cargo, le sujet se pose d'industrialiser cette filière pour arriver à faire baisser les coûts, pour arriver à améliorer la sécurité du matériel, pour arriver à standardiser, je vais dire, les équipements. Donc c'est toute l'histoire de l'industrie automobile finalement, et qui est partie d'électrique, absolument. En québécois, on dit c'est flabbergastant de savoir que flabbergastant, ça veut dire c'est très étonnant de découvrir finalement que ça a commencé par l'électrique et non pas le diesel. Les véhicules automobiles, qui étaient d'abord électriques, ont remplacé les véhicules hippomobiles, c'est-à-dire les tractions à cheval. Que d'ailleurs, de façon anecdotique, on revoit dans certaines villes. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps à Tarascon, dans le sud de la France, où la collecte de certains déchets est faite à cheval. Quelle est la pertinence environnementale, les sujets du bien-être animal, etc. D'autres sujets vont se poser. Peut-être si c'est une solution qu'on considère comme étant d'avenir et à développer. En tout cas, le véhicule a la traction, je vais dire, a remplacé les véhicules hippomobiles. Et on les voit d'ailleurs en lien avec le sujet précédent sur le commerce, dans les flottes de livraison des grands magasins parisiens notamment, mais pas seulement, qui souvent affichaient d'ailleurs leur flotte de livraison comme un moyen de communication devant leurs établissements. Donc, à certaines périodes, ces véhicules étaient hippomobiles et puis progressivement, ils sont devenus des véhicules électriques qui avaient évidemment une autonomie relativement faible, mais quand on livre d'un grand magasin parisien vers des habitants dans Paris, de toute façon, on fait très peu de kilomètres. Ouais, absolument. Vous dites, et je cite, « Rapprocher les activités commerciales et économiques des lieux d'habitation permet d'améliorer la qualité de vie ». Certains en Amérique, au Québec, je parlerai pas des gens que je connais, mais j'en connais, certains en Amérique diront que non, ça n'améliorerait pas nécessairement la qualité de vie. Vous leur dites quoi à ces gens? C'est tout le sujet de la ville du quart d'heure, où on se dit que quelque part, pour réduire les distances, améliorer la qualité de vie des habitants, il faut rapprocher les activités économiques, commerciales et les lieux de vie. Le meilleur exemple, on va le retrouver dans un certain nombre de villes japonaises, même si on voit beaucoup de gens dans les transports au Japon, mais il y a quand même souvent ces quartiers au Japon où on retrouve à la fois les habitations et les commerces, et parfois peut-être certaines entreprises. Donc cette proximité
elle permet finalement d'améliorer la qualité de vie. Ça, c'est une chose, et j'en suis pas le spécialiste. Mais ce qui m'intéresse, c'est les impacts logistiques de ça. Quelque part, on sait qu'on a des flux entre les habitants et les commerces, parce que les habitants vont s'approvisionner dans les commerces. Donc on a de la marchandise qui circule sur différents types de véhicules. Si on est en proximité immédiate, on va peut-être pouvoir utiliser d'autres moyens que la voiture pour s'approvisionner. Voilà. On a plus d'options. On a plus d'options. On va gagner du temps. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est la concentration géographique, finalement, qui va permettre d'optimiser des tournées de livraison urbaines. Parce que, quelque part, on voit que dans l'efficacité de la livraison urbaine, ce qui compte, c'est le nombre c'est ce que disent tous les transporteurs diront la même chose, c'est le nombre de points de livraison qu'on fait dans la journée. C'est-à-dire d'arrêt. Donc une livraison qui va s'arrêter pour faire un véhicule qui va s'arrêter pour faire une livraison. Eh bien, si on arrive à concentrer un peu tout ça sur le même espace, nous allons parvenir à améliorer l'efficacité de la livraison et à faire plus de points dans la même journée. Vous parlez dans votre livre d'utiliser les métros en logistique urbaine. Aujourd'hui, on voit plus vraiment d'utilisation de métro en logistique urbaine, à part pour que les gens se déplacent. On ne semble plus bouger de cargo ou de fret en métro. Pourquoi, selon vous, ça a changé? Alors, on touche à un vaste sujet, qu'on appelle la comodalité. C'est un peu de casser ces barrières entre la mobilité des personnes et la mobilité des marchandises. Donc on investit énormément dans des réseaux de transport public de personnes dans toutes les villes dans le monde. Pour transporter des personnes. Par contre, on n'a pas du tout les mêmes investissements pour transporter des marchandises. Et on ne va pas doubler les infrastructures. Alors la comodalité et le fait de mettre des marchandises dans les mêmes véhicules que le transport de personnes, ça existe dans d'autres domaines. Je pense aux avions, où ça existe depuis depuis toujours, je vais dire, d'avoir des marchandises dans les soutes. Donc ça n'a rien d'extraordinaire, ça existe dans certains bateaux. Effectivement de ferries qui existent peut-être dans le train, où au moins on va utiliser les mêmes infrastructures. On se dit pourquoi ça n'existe pas en urbain, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas les mêmes infrastructures qui coûtent extrêmement cher, qu'on construit pour les personnes, on met des marchandises. Alors le métro, sont des infrastructures qui existent dans beaucoup de villes. Elles ont effectivement des horaires de pointe où on a une surutilisation d'ailleurs de certaines lignes ou de certains véhicules, on le voit. Et puis elles ont aussi des heures creuses où on a des capacités disponibles. Et c'est de se dire, quelque part, finalement, est-ce qu'on pourrait pas utiliser ces heures creuses pour mettre des marchandises? Alors on commence à le faire avec la complexité du métro qui est de descendre et de remonter des marchandises. Donc c'est plus compliqué par exemple que des tramways qui sont en surface. Du fait de cette descente de marchandises, et c'est encore plus compliqué dans certaines villes où les réseaux sont anciens, comme à Paris, sans me tromper, sauf peut-être les dernières lignes qui ont été construites, et je crois que seulement 3% des stations étaient accessibles aux handicapés, par exemple, au PMR. Donc on se dit, si on ne sait pas descendre un PMR dans le métro, on ne saura pas descendre des marchandises. On a le même problème, on a même dit publiquement qu'on n'avait pas de budget. Voilà. Alors, est-ce que c'est une question de budget? Moi, j'ai plutôt tendance à dire que ce sont des solutions assez simples, qui peuvent être économiquement rentables et qui ont du sens. Le métro n'est pas le plus facile du fait de ce que j'indiquais, parce qu'il faut descendre. Mais on pourrait utiliser les autocars, par exemple, en périurbain ou en rural, peuvent être assez facilement utilisés pour cela. Je sais qu'au Québec, certains autocars interurbains ont ce double usage, donc personnes et marchandises. Ça existe aussi dans les pays nordiques ou d'autres, même si ça existe aussi beaucoup dans des pays en voie de développement, mais ça c'est plus, je vais dire, dans la culture de pays en voie de développement. Mais c'est justement pour ça que je cite l'exemple. Finalement, souvent on dit oui, mais ça existe dans les pays en voie de développement. Oui, mais pas seulement. Et les meilleurs exemples dans ce domaine, ils sont encore une fois au Japon. Donc on parlait souvent du Japon. Effectivement, ils sont encore une fois au Japon, où par exemple il y a plusieurs dizaines de lignes de transport rural qui sont mixtes,
passagers, marchandises. Hein, donc il y a eu tout un certain nombre d'ailleurs de tests faits dans le métro, et pourtant il y a du monde dans le métro de Tokyo, mais il y a aussi des heures creuses où il y a moins de monde et on peut mettre des colis. Ouais, c'est intéressant de parler du Japon, justement, cet aspect de la logistique urbaine qui est plus lié à la mondialisation, dans le sens que on regarde ailleurs et on découvre qu'on a un peu les mêmes soucis, hein, d'une nation à une autre. On a des soucis semblables, des enjeux semblables. Puis on peut regarder ailleurs, on peut voyager et admirer des solutions qui existent aussi ailleurs et voir comment les insérer ou comment ça pourrait fonctionner ici, chez nous. Alors c'est vrai, oui, absolument. Et je pense que quand on parle de casser les frontières entre transport public de personnes et transport de marchandises, on est face à un énorme sujet qui est urbain et interurbain. Et c'est de se dire quelque part, on peut mieux utiliser, voire saturer certains réseaux qui aujourd'hui sont mal utilisés. On peut même créer, et c'était d'ailleurs une des raisons de ce qui s'est développé au Japon, des revenus complémentaires pour les opérateurs. Hein, parce que le transport de colis c'est pas gratuit, donc quelque part ça génère des revenus complémentaires pour l'opérateur. Ça peut permettre de maintenir des services de livraison efficaces dans des secteurs dans lesquels ils sont moins. Et puis ça peut permettre surtout, je vais dire, de réduire l'impact environnemental du transport en supprimant des camions dans la ville. Oui, il faut creuser ce type de solution, c'est le cas quand on parle des métros. Il faut effectivement aller plus loin, je vais dire, peut-être passer par des tests, peut-être passer par... mais ça passe peut-être par là, mais oui, il faut effectivement essayer de casser ces barrières, je vais dire, entre ces deux mondes qui partagent le même espace public. Voilà. C'est ça l'idée. Exactement. Pour faire la suite dans les idées, casser les barrières entre les deux mondes, utiliser les moyens qui existent pour livrer. Vous donnez un exemple assez frappant dans votre livre sur ce qui se fait en Inde avec les Dabalawa. Je ne sais pas si je prononce bien, mais ce groupe de personnes, en fait plus que ce groupe de personnes, cette entreprise qui est née de la culture en Inde, qui fait des livraisons de plats préparés le matin pour les travailleurs, différents types de travailleurs partout en Inde. Je pense qu'on parlait de environ 200 000 plats qui étaient livrés quotidiennement, ou entre 100 000 200 000. Le nombre est assez impressionnant. Cette entreprise-là existe depuis des lunes. Ça fait super longtemps qu'elle existe. C'est un exemple impressionnant de logistique urbaine faite par des humains. C'est des gens, c'est des employés qui livrent de toutes les manières possibles. C'est-à-dire, on peut utiliser un vélo, on peut utiliser le transport en commun en Inde pour le faire. Et leur mission, c'est de livrer. C'est simplement ça. On voit que ce modèle d'affaires-là a survécu l'épreuve du temps à cause, entre autres, de l'aspect collectif, de la culture aussi en Inde. Selon vous, est-ce qu'il manquerait de cette dimension collective pour réussir en logistique urbaine? Certainement, je pense que c'est une des leçons de ce modèle qui, certes, les Dabbawalas n'est pas un modèle qui est duplicable dans d'autres pays parce qu'il est lié à la culture indienne de plats qui sont cuisinés à la maison et de personnes qui travaillent dans un bureau qui se font à l'heure du déjeuner le plat qui a été cuisiné par leur épouse en général à la maison. Puis ensuite il y a le retour du contenant vide. C'est 200 000 dans un sens, 200 000 dans l'autre, avec évidemment un niveau de qualité extrêmement élevé. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce modèle et puis de se dire quelque part que si le modèle lui-même n'est pas duplicable, il y a des raisons de la réussite de ce modèle qui sont sociales et qui sont en effet la gestion d'une communauté, mais également la reconnaissance d'un métier, parce que c'est un métier reconnu. Les livreurs ont une tenue, ont un badge, ont un statut social. Ce qui est important en Inde, le statut c'est très social. important, et on se dit aujourd'hui dans toutes les livraisons qu'on voit du dernier kilomètre dans les grandes villes, on a complètement oublié ce sujet de statut social, complètement oublié ce sujet de gestion d'une collectivité, d'un collectif, complètement oublié des aspects sociaux qui sont derrière, et on a privilégié finalement l'acte de livraison proprement dit, le moins cher possible, le plus rapide possible, en oubliant finalement des fondamentaux. Donc ce qui est intéressant dans ce modèle,
c'est certainement le modèle social qui peut-être peut nous aider demain à construire des solutions qui ont du sens. C'est certes la rémunération des livreurs, mais c'est aussi finalement leur statut, leur reconnaissance, je vais dire quelque part, dans une communauté. Et je trouve que ça c'est très intéressant. C'est aussi la formation de ces livreurs. On met pas, comme on le voit aujourd'hui, quelqu'un en 5 minutes en lui disant tiens c'est bon, allez, on te donne le smartphone, va livrer. Il y a un temps de formation, il y a un temps d'appropriation d'un territoire, d'un métier. Donc tout cela, ce sont finalement des éléments qu'on va pouvoir utiliser en se disant finalement, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'il y a des éléments qu'on peut utiliser pour faire mieux notre travail au quotidien. Ouais. Donc c'est ça que j'ai voulu retracer au travers de cet exemple qui est certes spécifique, mais l'analyse finalement nous permet finalement d'en tirer un certain nombre de leçons pour construire les modèles de demain. Absolument, absolument. On voit un exemple collectif, ça me fait penser à Tout en vélo ou Cyclo que j'ai visité dernièrement, qui amène ce côté-là de reconnaissance du métier. Reconnaissance autant financière aussi qu'au niveau du statut d'emploi, c'est-à-dire que c'est un emploi à temps plein. Cet aspect-là aussi de dire, nous, on est des livreurs, puis c'est notre travail, puis c'est notre métier. Là. On fait pas juste ça comme un hobby à temps partiel pour arrondir les fins de mois. C'est notre revenu principal. On veut être reconnu. C'est un métier qui s'apprend. C'est pas quelque chose qu'on découvre. On peut former des gens à livrer. Puis il y a l'aspect aussi collectif du travail, de travailler ensemble. C'est des équipes qui sont très soudées, qui discutent beaucoup, qui essaient de s'améliorer ensemble aussi. Il y a cet aspect-là que je trouve qu'on a oublié dans la livraison un peu Uber, DoorDash, pour pas en nommer d'autres aussi géants, qui semblent avoir un modèle un peu plus... au Québec, on va dire le pitchage. On pitch les gens, on lance les gens dans l'aventure de la livraison, puis on leur dit, amuse-toi, découvre le métier, puis si tu veux faire de l'argent, il faut que tu sois bon. Donc, on découvre les fondamentaux, donc effectivement, Tout en vélo, les Cargonautes à Paris par exemple, sont intéressants parce ce sont des sociétés coopératives. Ouais. On en a une dans le Pays Basque aussi par exemple. Donc ce sont des sociétés coopératives, donc déjà on a le statut de l'entreprise proprement dit, donc où les livreurs sont coopérateurs, donc ils sont directement motivés par l'activité qu'ils ont. Et puis il y a en effet le fait qu'ils sont rémunérés correctement, qu'ils sont formés, que c'est pas un job pour 3 mois, mais que c'est un projet professionnel. Ça c'est important quelque part. Et en effet, il y a ce parallèle à faire avec les Dabawala de Mumbai qui ont plus d'un siècle et où ce sujet social il fait partie des fondements, je vais dire, de la réussite du modèle. Et ça a été c'est assez intéressant de prendre finalement des gens qui sont au plus bas niveau de l'échelle et puis de leur donner un statut, de leur donner un projet professionnel, de les former et de leur permettre de s'épanouir, je vais dire, dans ce métier et puis d'y rester longtemps. Les Dabawala, ils restent souvent toute leur vie, donc livreurs. Donc on a du mal à imaginer qu'aujourd'hui, que les livreurs qu'on voit dans la rue, ils vont faire ça pendant toute leur vie. C'est ça aussi, quelque part. Ouais. Donc pour faire ça pendant toute sa vie, il faut y trouver un intérêt financier, il faut gagner sa vie. Bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il faut avoir envie de faire ce métier, il faut être formé, il faut avoir la possibilité de progresser. Et il y a effectivement tout cela qui est à prendre en compte. Ouais. Alors il y a aussi la gestion même de l'entreprise, qu'on va faire peut-être le parallèle avec les scopes, c'est que ce sont des structures très courtes, les Dabawala, donc avec très peu de frais généraux. Donc l'essentiel, alors c'est un peu tout le contraire justement de ces plateformes qu'on citait ou autres, l'essentiel du coût de la livraison revient en rémunération aux livreurs. Les frais de structure de l'entreprise sont réduits au strict minimum. Ça, c'est quand on se pose cette question-là, c'est intéressant. Donc on se dit oui, mais la livraison, elle est trop chère, il faut baisser les prix. Faut peut-être déjà, oui, peut-être, mais si on réduit les frais généraux, on va peut-être permettre aux livreurs de tout simplement de gagner un peu mieux sa vie. Donc c'était ça aussi, j'ai trouvé très intéressant, ces structures courtes. J'ai travaillé sur des modèles de structures courtes.
de livraison cet hiver, avec des calculs, des formules de calcul de rémunération, etc. Puis j'ai réalisé qu'effectivement, si on coupe les frais généraux, puis on a du volume, il y a des manières aussi de créer du volume pour faire travailler un livreur à temps plein au lieu de le faire travailler les soirs à des heures qui n'ont pas de sens. Ben, il y a moyen de générer des structures avec différentes options qui permettent au client de payer un prix qui est décent sans être trop exagéré et que la personne qui livre bénéficie d'un salaire Oui. Alors, avantageux. Vous avez effectivement dans ce modèle aussi finalement des modes de fonctionnement qui sont poussés à l'extrême où vraiment le trait est forcé, comme l'absence de commerciaux. Mm-hmm. C'est le livreur qui fait le commercial finalement. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de frais de gestion commerciale, de publicité, etc., de marketing, et ça n'existe pas, puisque c'est le livreur qui fait tout. Et qui est multicarte, on va dire, quelque part. C'est-à-dire non seulement il livre, mais il va vendre les services de son entreprise à son client. Et ça, c'est assez intéressant parce que d'autres entreprises ont essayé d'utiliser cet aspect-là. On n'est probablement pas allé jusqu'au bout du raisonnement. Ah non. En se disant que le livreur, finalement, c'est un ambassadeur parce que c'est celui qui est souvent le seul en contact avec le client final. Peut-être qu'on peut le former. Peut-être qu'on peut lui donner l'opportunité d'aller plus loin que simplement l'acte de livraison en ayant d'autres fonctions, peut-être commerciales. Pourquoi pas, Ouais. Donc de vendre les services de l'entreprise qui l'emploie, puisque c'est lui qui se déplace et qu'il est en contact avec le client final, il peut peut-être effectivement faire autre chose que de simplement remettre un colis. Absolument, absolument. C'est toutes des idées hyper intéressantes qu'on peut explorer. C'est votre métier, en fait, d'explorer, d'analyser ces idées-là, voir si ça s'implante vraiment, si c'est possible et comment. Pour poursuivre sur le livre, vous parlez de la logistique, mais vous parlez d'un élément intéressant de la logistique qu'on a vu des changements technologiques dans les dernières années, c'est l'identification des colis. Identifier en logistique, moi je travaille personnellement en logistique, en approvisionnement aussi. Identifier, c'est maîtriser ce qu'on a. Vous soulignez beaucoup cet aspect-là dans votre livre par rapport aussi au Dabalawa, justement, qui utilise des méthodes d'identification que tout le monde peut comprendre, c'est-à-dire que d'un seul coup d'œil, on peut comprendre ce que veut dire le message qui identifie le colis, où va le colis exactement. Les Dabalawa peuvent le voir à l'œil nu. Aujourd'hui, on utilise maintenant les codes QR, les codes barres, des choses comme ça. Des méthodes d'identification qui ne sont pas traduisables à l'œil nu. C'est-à-dire que je vois un code, je ne comprends pas où va le colis. Est-ce qu'on fait bien d'identifier les colis de cette manière sans vraiment comprendre ce qu'on voit autrement que par un outil? L'identification, c'est un vrai sujet. C'est vrai que là aussi, le sujet extrême qui est celui des Dabawala, c'est l'identification visuelle, finalement la reconnaissance de quelques chiffres ou de quelques... mais qui s'adresse aussi, et c'est aussi un cas particulier, à une population qui est en partie illettrée. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une reconnaissance visuelle, aussi à la volonté d'avoir très peu d'investissement IT. Alors on sait aussi, on force le trait. On sait qu'on n'est pas dans cette époque-là. Moi, j'ai tendance à dire que l'identification, elle fait partie d'un des 3 piliers de solutions. Et quand on cherche des solutions de logistique urbaine, on va se poser la question de ce triptyque. Tout ce qu'on peut éviter, il y a des tas de choses qu'on peut éviter dans la logistique. Tout ce qu'on peut faire autrement, on peut changer les méthodes, on peut changer les process, on peut changer les moyens de livraison, on peut changer des tas de choses. Et puis tout ce qu'on peut améliorer au quotidien. Et là, l'identification pour moi, elle va être dans ce 3e pilier d'amélioration. Ça va être d'améliorer la non-qualité. À titre d'exemple, un des sujets, c'est l'adresse dans la livraison. Alors nous, on vit dans des villes européennes où les immeubles, ils ont des numéros. C'est facile, il n'y a pas de problème. C'est pas le cas dans tous les pays. Puis même, je vais dire, dans nos pays développés, on a des situations de livraison qui sont compliquées. Je pense par exemple aux livraisons sur les chantiers. Très compliquées, les livraisons sur les chantiers. Ou des livraisons dans des nouveaux lotissements, nouvelles zones d'activité, tout n'est pas fini, il faut livrer quelqu'un. Les rues, elles sont pas encore identifiées sur Google Maps, etc. On a un problème d'identification de la livraison
Donc l'adresse est un sujet, la précision de l'adresse. Est-ce que demain l'adresse c'est toujours une rue avec un numéro ou est-ce que c'est pas une identification GPS ou quelque chose de plus simple parce que le GPS, l'identification GPS, on va pas la prendre par cœur. Donc il y a eu effectivement des modèles, je pense à des modèles effectivement comme une start-up anglaise effectivement qui est partie sur le métrage, le découpage de surface de 3 mètres par 3 mètres. Okay. Donc, l'identification d'adresse est un sujet. Après on a l'identification du colis, il faut relier l'adresse au colis. Ouais. Mais on a des taux de NPAI, donc de personnes d'absence qui sont importants, qui sont importants et qui sont certainement à réduire. Et n'oublions pas que derrière ces problèmes d'identification, ils génèrent du temps pour les livreurs de trouver le destinataire. Ça coûte cher. Ça coûte très cher. Ça fait faire des kilomètres dans la ville parce qu'il va faire 3 fois le tour du pâté de maison pour essayer de trouver l'entrée. On a tous des petites anecdotes de colis qui ont été mal adressés. On a tous des tas d'anecdotes dans ce domaine-là parce que les livreurs n'ont pas un temps infini dans la journée. Ils doivent faire vite. Ils sont parfois payés au colis livré, etc. Donc ils doivent être efficaces. Et donc oui, ce travail sur l'identification est important. Je le crois. Et puis peut-être que demain, on va identifier aussi d'autres choses que simplement le colis, l'adresse du destinataire. On va peut-être mesurer des températures, des maintiens de température si on livre des produits frais ou d'autres données qu'on va souhaiter mesurer pour en conserver la trace donc et pouvoir effectivement utiliser éventuellement ces données après. Donc, explorer peut-être d'autres moyens d'identifier les produits, tout simplement, d'identifier aussi l'emplacement où on doit les livrer. Ça s'en vient. Vous semblez dire aussi qu'il y a des startups qui explorent un peu ce sujet-là. C'est intéressant. Oui. Je pense beaucoup au sujet de l'adresse. Qu'on oublie, on croit que c'est simple, une adresse. Non, même dans des grands ensembles. C'est pas le numéro de la rue, souvent est pas suffisant pour le livreur. Il se retrouve en face de contrôles, de différents bâtiments à l'intérieur, d'étages, donc beaucoup de pertes de temps liées à l'imprécision, je vais dire, du point de destination. Ouais. Puis l'autre jour, je circulais en vélo dans la ville justement de Paris et je vois un livreur avec sa boîte dans les mains devant l'adresse qui s'obstine au téléphone littéralement avec le client pour trouver juste l'endroit où il doit livrer le colis. Perte de temps énorme. Perte de temps énorme effectivement faire se réconcilier finalement cette livraison avec ce colis qui doit être livré. Et puis le destinataire qui lui aussi est de plus en plus, il est de moins en moins un point fixe. Il peut être partout. Donc comment on arrive à réconcilier les deux, quoi. Vous pensez, vous réfléchissez à la mobilité et à la logistique d'une manière tout autre, je vous dirais, par rapport à ce que j'ai vu dans le passé. Vous la pensez par rapport en termes d'infrastructure. C'est quelque chose, juste le mot infrastructure, on pense à quelque chose d'un peu plus systématique, plus imposant aussi dans l'espace public. Pourquoi réfléchir en termes d'infrastructure? Alors, déjà parce que la logistique, elle se traduit, en cas, c'est la face visible, je vais dire, de la logistique urbaine pour tout un chacun, par des camions dans la ville. C'est ça qu'on voit, qu'on aimerait bien voir un peu moins d'ailleurs. Souvent, mais voilà, c'est ça qu'on voit. Ce sont ces camions dans la ville qui s'arrêtent parfois un peu n'importe où, qui polluent. Et finalement, on partage le même espace public que d'autres formes de mobilité. La mobilité des personnes, mais aussi cet espace public, il est extrêmement convoité. Il est convoité pour des usages récréatifs, pour des terrasses de café, pour des espaces verts qu'on veut recréer dans les villes, pour les facilités de circulation ou de stationnement pour les personnes handicapées. Il y a tout un certain nombre d'usages pour les piétons, pour les cyclistes, les trottinettes, etc. Et quelque part, il faut qu'on arrive à accepter, je vais dire, on peut réduire la place de la voiture
On peut pas supprimer la place du camion, on peut l'optimiser. Hein, et l'optimisation passe en effet par l'utilisation ou le partage d'infrastructures. On parlait tout à l'heure des transports publics de personnes, et ça peut être les infrastructures routières, ça peut être d'autres infrastructures finalement qu'on peut inventer, qu'elles soient ferroviaires ou qu'elles soient fluviales, par exemple, qui parfois existent dans les villes, hein, et qui peuvent être utilisées mieux, je vais dire, de façon plus intensive pour la logistique. Pour moi, infrastructure, oui, ça fait partie des solutions, hein, mais c'est presque le partage des infrastructures. Donc cette notion de partage est extrêmement importante. Partage veut dire saturation, optimisation, je veux dire, parce qu'infrastructure, en général, il y a beaucoup d'euros, de dollars chez vous. Souvent, quand on parle d'infrastructure, voilà. Hein. Et puis, on a besoin d'infrastructures immobilières. Alors, pourquoi on a besoin d'infrastructures immobilières? C'est que pendant des années, finalement, la logistique, elle est partie de la ville, ce qu'on appelle le desserrement logistique. C'est comme l'étalement urbain, hein, pour l'habitat. La logistique, elle s'est étalée aussi, de plus en plus loin des villes. Parce que pour plein de raisons, le coût du foncier, des installations plus modernes, des facilités, et puis finalement en s'éloignant, on a réduit l'efficacité, notamment à une période où on parle de livraison en mode doux, hein, comme des vélos cargo ou même des véhicules électriques qui ont finalement une autonomie assez réduite, qui sont parfois des véhicules plus petits. On se dit, bah oui, pourquoi pas des véhicules plus petits, c'est moins encombrant dans une ville, à condition de ne pas partir de trop loin. Donc ça veut dire qu'il faut retrouver des infrastructures immobilières dans les villes, en proximité des zones denses urbaines, dans les zones denses urbaines, dans les quartiers. Alors je reprends encore une fois, pour la 3e fois, l'image du Japon, qui a créé depuis des années des petits espaces logistiques à tous les coins de rue, qui permettent de faire même pas de la livraison en vélo cargo ou en véhicule électrique, mais de la livraison à pied, sur quelques centaines de mètres, ou à un livreur qui va pousser un chariot et qui va faire X tours par jour à partir de ce petit espace de proximité. Donc oui, il faut qu'on retrouve dans les villes des espaces, des infrastructures immobilières adaptées aux solutions qu'on veut mettre en œuvre. Super. J'adore la pensée un peu plus globale que vous apportez justement par rapport à la logistique, l'idée d'infrastructure, l'idée d'utiliser aussi d'autres modes que l'infrastructure qu'on connaît déjà, c'est-à-dire les rues, les routes. On peut utiliser les modes fluviaux justement dans certaines villes où que justement on était sur le bord de la Seine tout à l'heure, puis on sait que la Seine, ça pourrait être utilisé pour faire du transport de marchandises. On le fait pas présentement. Au Québec, à Montréal, on a le fleuve Saint-Laurent. À Québec, on a le fleuve Saint-Laurent. On a le fleuve Saint-Laurent qui borde nos plus grandes villes. Au Québec, on pourrait utiliser aussi pour ça. On a l'air aussi, on a parlé des drones. On a tout ce qui est en haut aussi qui pourrait être éventuellement utilisé. Il y a de quoi à faire avec les structures qui sont à portée de nos mains, on vit dans ces structures-là. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas créer de nouvelles infrastructures, je pense à ces projets de tunnels de livraison de marchandises qu'il y a dans certaines villes en Suisse par exemple, qui sont extrêmement coûteux évidemment, mais quelque part, avant de créer de nouvelles infrastructures, utilisons celles qui existent. Hein, et les fleuves, c'est un bon exemple d'infrastructure qui existe depuis l'origine des villes, puisque généralement les villes ont été construites au bord des fleuves, donc ont été créées au bord des fleuves il y a de nombreux siècles. Y compris donc chez vous au Québec. Donc c'est pas. On sait bien que ceux qui ont imaginé ces regroupements urbains qui sont devenus des villes ont pensé à l'utilisation de la voie fluviale, évidemment à la base. Ouais. Pour les personnes, mais aussi et d'abord pour l'approvisionnement des populations, c'est-à-dire les biens, les marchandises. Alors c'était l'origine en France de la création de tous les canaux, donc ont été créés depuis plusieurs siècles, qui avaient d'abord été créés pour l'approvisionnement en marchandises de Paris et des autres grandes villes. Aujourd'hui, on a ces infrastructures qui existent, qui sont peut-être sous-dimensionnées pour certaines d'entre elles, mais qui sont totalement inutilisées. Donc on se dit peut-être qu'on peut trouver de nouveaux usages
en fonction finalement des objectifs qu'on a aujourd'hui. Ce sont des objectifs environnementaux de réduction de l'impact carbone de ces livraisons. Pourquoi ces fleuves sont utilisés certes, c'est très bien uniquement, mais par des bateaux de tourisme. Ouais, des gros transporteurs. Sinon, aussi avoir plus de transport de marchandises dessus. Alors on en a, bien sûr, mais on en a beaucoup moins que ce qu'on a eu dans le passé. J'ai aimé dans votre ouvrage, justement, vous soulignez le travail des femmes avec Suzanne Trébis. Dans un métier qu'on connaissait plus par rapport aux hommes, juste la livraison à vélo. Vous soulignez son travail, mais le travail aussi de d'autres femmes qui ont innové aussi dans ce métier-là à travers l'histoire. Justement, derrière moi, je rencontrais une entreprise de livraison où ils avaient beaucoup de femmes aussi dans l'entreprise. Je trouvais ça intéressant de les voir pas juste derrière un ordinateur pour prendre des commandes, mais vraiment dans le cœur du métier, c'est-à-dire à livrer. C'est une belle portion du livre. J'ai bien aimé. Oui, c'était un peu une recherche. C'était effectivement, donc Suzanne Tréby avait gagné une course de porteurs de journaux. À l'époque, ça existait. Donc il y a bientôt tout juste un siècle, puisque c'était en 1926. C'était finalement l'exemple de montrer que cette profession au-delà de la course proprement dite, parce que des courses sportives féminines, il y en a autant, je vais dire maintenant, heureusement, que des courses masculines, mais c'était de montrer que ce métier de livraison n'est pas réservé qu'aux hommes. Finalement, on n'a pas beaucoup progressé dans ce domaine. Regardez les livraisons de repas dans Paris, ou même les livreurs en véhicule. J'ai pas les pourcentages en tête, les livraisons de repas, je crois qu'on est à 98% d'hommes et encore je pense que c'est même peut-être encore plus que ça, parce que ça fait bien longtemps que j'ai pas vu une femme livrer effectivement des repas dans Paris. Donc on se dit mais franchement on ne progresse pas. Alors on sort souvent les aspects de pénibilité, de charge, mais là justement il n'y a pas de charge lourde. La pénibilité c'est effectivement du transport à vélo, mais on voit énormément de femmes à vélo dans Paris, donc le sujet il n'existe pas. Non. Alors pourquoi voilà. C'est certaines entreprises en effet font des efforts particuliers dans ce sens, ont des difficultés d'ailleurs de recruter des femmes, parce que je pense qu'il y a tout un travail à faire pour donner envie, je vais dire, à un certain nombre de femmes de faire ce métier. Donc là encore, un projet de vie professionnelle, d'adapter donc effectivement le fonctionnement du métier aussi peut-être. Mais en tout cas, on est en face d'une situation vraiment anormale, donc, sur lequel on doit tous effectivement effectuer un certain nombre de progrès. Et le fait de rappeler l'histoire d'une femme qui mériterait largement une plaque dans une rue de Paris, j'espère. Donc ont été finalement un clin d'œil pour montrer que finalement on est en face d'un sujet qu'on pourrait finalement résoudre de façon pas si difficile que ça. Il faut juste avoir la volonté de le faire et puis se donner les moyens d'y arriver, de donner envie à un certain nombre de femmes de faire ce métier. Absolument, absolument. Je termine sur une question un peu plus philosophique. Vous terminez votre livre en posant un regard défavorable à l'immobilisme lié aux sociétés pacifiques. On n'a rien contre la paix, mais il y a un certain immobilisme qui s'est installé avec la venue de sociétés qui sont jusqu'ici pacifiques. Selon vous, dans une société en paix, qu'est-ce qui nourrit la recherche de solutions? Bonne solution, effectivement, c'est un sujet philosophique. Et moi, ce que je constate, je suis plus en observateur qu'en philosophe, c'est que de nombreuses grandes innovations dans le transport, j'allais presque dire toutes, mais de nombreuses grandes innovations dans les transports et notamment de marchandises ont eu lieu en période de guerre. Que ça soit la guerre de 1870, que ça soit énormément la Première Guerre mondiale qui a vu de nombreuses innovations créées, même des pratiques, je vais dire, lors de la Seconde Guerre mondiale, comme le développement de la cyclo-logistique, du fait tout simplement de l'absence de carburant disponible, des solutions se sont développées et puis on voit donc ce conflit actuel dramatique en Ukraine
où on voit se développer des technologies d'engins aériens, ces fameux drones. N'oublions pas, le premier drone, il date de 1917. C'est aussi un clin d'œil en se disant, c'était la Première Guerre mondiale. Puis là, on voit des changements considérable sur les technologies de drones. Donc on se dit oui, en période de guerre, on sait faire des choses. Et puis je retrace dans mon livre aussi l'histoire de cette utilisation des autobus comme les taxis de la Marne. On parle beaucoup des taxis de la Marne lors de la Première Guerre mondiale, mais on ne parle pas des autobus à viande, qui était la réquisition des autobus parisiens pour approvisionner en alimentation les troupes. Ouais. Donc c'était intéressant, c'était des modèles assez intéressants. Et on se dit, oui, finalement, est-ce qu'il faut attendre une guerre pour innover? Vaste sujet. Est-ce que finalement, on ne met pas trop peu de moyens dans l'innovation en période de paix, et espérons qu'elles soient les plus longues possibles, même si aujourd'hui, on a certaines incertitudes dans certains pays, mais on se dit à la fois, quand cette guerre, pour citer celle d'Ukraine, sera terminée, parce qu'elle va, on l'espère bien, se terminer le plus rapidement possible, j'espère en tout cas, là encore, on va pouvoir utiliser finalement, en période de paix, tout ce qu'on a pu inventer en période de guerre. On se rend compte effectivement qu'il y a une disproportion des moyens de recherche. Tout d'un coup, quand il y a une guerre. Tout d'un coup, parce qu'après tout, si on serait transporter des bombes avec de nouveaux moyens de transport, demain, on va remplacer les bombes par des colis. Peut-être effectivement progresser dans ce domaine-là, trouver de nouvelles solutions pour peut-être pas tous les territoires, pour peut-être certains territoires qui accepteront plus facilement ce type de transport, pour citer les drones, ou qui en auront sur lequel on va peut-être faire progresser les choses. Donc c'est assez intéressant de faire le parallèle en effet entre la logistique en période de paix et en période de guerre. On se rend compte que les moyens sont vraiment très disproportionnés entre les deux. Ce qui nous rappelle aussi que la logistique est d'abord militaire, donc à l'origine, en tout cas. Mais c'est intéressant aussi. Les enjeux sont pas les mêmes, mais quelque part on se dit oui, peut-être qu'on a des orientations de moyens financiers à faire en période de paix, un parallèle. Mais c'est vrai que dans mon livre, il y a un certain nombre d'innovations qui ont été faites en période de guerre. Et c'est assez intéressant de découvrir, de voir cela. Et donc, on parle effectivement de la guerre en Ukraine actuellement, mais qui en effet est source certainement de nombreuses innovations technologiques. Et peut-être que certaines d'entre elles, on va pouvoir les utiliser mieux pour transporter de façon plus efficace, plus écologique dans l'avenir certaines marchandises. Oui. Certainement, on l'espère que la guerre va terminer bientôt, pour qu'on puisse aussi profiter justement peut-être de certaines innovations technologiques, pas pour faire la guerre, mais pour faire la paix, puis être encore plus écologiquement responsable et durer dans le temps, comme on dit. En bon québécois, on veut durer, on veut pas juste des solutions rapides qui durent qu'un court laps de temps. On veut quelque chose qui est durable. On veut de la mobilité durable, on veut de la logistique urbaine aussi qui est durable, qui utilise des solutions qui sont durables. Écoutez, Monsieur Jérôme Lebuscan, ça a été un plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour le podcast des électrons libres. Si on veut vous retrouver, que ce soit pour vos services de consulting, que ce soit pour peu importe où vous parlez, lire vos livres aussi, parce que Monsieur Lebuscan a d'autres ouvrages aussi que vous avez écrits. C'est où qu'on peut vous trouver? J'ai un petit bureau d'études qui s'appelle Logicité, avec un S, et en français, qui effectivement est un bureau d'études spécialisé en logistique urbaine, qui a son site internet, et qui intervient d'ailleurs beaucoup pour des collectivités locales, donc partout en France, aux quatre coins de la France, ou pour des structures publiques en France, ou pour des opérateurs privés, notamment avec une vision de partage. C'est un peu finalement
fondement de la société, du bureau d'études que j'ai créé il y a 10 ans, c'est de partager la connaissance sur ces sujets. Ça se traduit au travers de livres, au travers de formations, au travers de conférences diverses et variées auxquelles j'essaie de participer, et puis d'études effectivement que je produis régulièrement. Logicité.fr. Voilà. Excellent, excellent. Ben, merci beaucoup encore. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Hey, merci encore une fois d'avoir été les nôtres. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à tous mes invités que j'ai rencontrés en France. Ça a été une super belle série. Aujourd'hui, c'est la fin aussi de la saison 3. N'hésitez pas à aller regarder les épisodes que vous avez manqués ou à cliquer sur j'aime sur les épisodes que vous avez préférés. Dans 2 semaines, on repart au Québec à la rencontre de gens en mobilité durable pour démarrer la saison 4 de l'émission Les électrons libres. Sur ce, je vous souhaite de bien vous porter et de vous déplacer librement. À la prochaine. Ciao!